D'accord. Alors, on reprend le cours là où on l'a laissé la dernière fois. Bien sûr, si vous n'avez pas de questions par rapport aux interfaces. Alors, donc, je reprends brièvement l'explication par rapport aux interfaces. Donc, une interface, c'est plus une promesse de service. Donc, une interface, c'est une promesse de service. Donc, elle a une structure, un squelette semblable à une classe, mais en réalité, ce n'est pas une classe. Pourquoi ce n'est pas une classe? Parce qu'elle ne donne pas naissance à des objets, c'est-à-dire les seuls attributs qui sont définis dans une interface, c'est des constantes de classe. Et même les méthodes, c'est-à-dire les traitements, on les définit sous forme de signature uniquement. Donc, c'est une promesse de traitement qui doit être concrétisée dans une classe. Donc, une interface, c'est une offre de service exprimée à travers un certain nombre de méthodes, à travers leur signature. Ces offres de service peuvent être concrétisées à travers une ou plusieurs classes, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs implémentations possibles d'une même interface à travers une classe concrète qui implémente cette interface. Et cette classe concrète qui doit implémenter cette interface, elle doit définir toutes les méthodes qui sont spécifiées dans l'interface. Si une classe qui implémente une interface ne définit pas au moins une méthode, donc la classe correspondante, elle est plutôt abstraite et non pas concrète. Alors, on verra ça à travers les utilisations. Donc, c'est une offre de service que fournit l'interface et c'est la classe qui va implémenter cette interface qui devra définir le corps des différentes méthodes et a la possibilité d'utiliser les différentes constantes définies dans l'interface. Alors, on a vu également la dernière fois un exemple de déclaration. Donc, une interface, elle est par définition publique, donc on n'a pas besoin de définir, de la précéder par le mot-clé public. Alors, tous les attributs sont publics, finaux et statiques. Donc, on n'avait pas besoin de rajouter ça aussi dans la définition, c'est implicite. Et toutes les méthodes, elles sont abstraites, c'est-à-dire définies à travers la signature uniquement, même si vous ne les définissez pas comme telles dans la déclaration de la classe. Dans la déclaration de l'interface. Alors, une interface, elle est définie pour qu'elle puisse être implémentée. Donc, vous avez ici un exemple d'implémentation. Public classe C qui implémente l'interface XX. Puisqu'elle dit implémenter l'interface X, donc elle doit définir ou elle doit implémenter la méthode F qui a été précédemment définie ou déclarée dans l'interface. Et dans sa définition ou dans sa déclaration, elle a la possibilité d'utiliser les constantes qui ont été définies dans l'interface également. Alors, les interfaces, on va plus les utiliser, on va plus s'intéresser à leur utilisation parce qu'il y a énormément d'interfaces qui sont prédéfinies et on va voir comment on va les exploiter pour des traitements particuliers ou des traitements spécifiques. Donc, les interfaces définissent des promesses de service, mais seules les classes peuvent rendre effectifs les services qu'une interface promet.
la classe C pardon, doit redéfinir toutes les méthodes précisées dans l'interface. Alors, par rapport à l'utilisation des interfaces, il y a une chose intéressante qu'il faut connaître. On peut définir une référence de type interface qui peut contenir nul, qui peut contenir une instance d'une classe qui doit impérativement implémenter une interface. C'est-à-dire qu'on peut déclarer une classe C qui implémente une interface X, une autre classe D qui implémente la même interface X. On définit trois instances S1, S2, S3 de type X. Dans ces références, on ne va pas instancier une interface parce qu'une interface n'est pas instanciable, mais on va plutôt devoir instancier des objets issus de classes qui implémentent l'interface. D'accord? Donc, S1 peut recevoir nul, S2 peut recevoir un objet de type C et peut également recevoir un objet de type D. Alors, de cette manière, on peut appliquer le polymorphisme même en utilisant des références de type interface au lieu d'utiliser des références de type classe de base. En fait, l'intérêt de cette manière ou de cette pratique, c'est d'utiliser les mêmes propriétés du polymorphisme avec les interfaces. Alors, j'ai dit que les interfaces servent également à l'implémentation de l'héritage multiple. C'est-à-dire, une classe de base est définie sous forme d'une classe et la deuxième classe de base, puisqu'on ne peut pas avoir un héritage multiple en Java, on va la définir comme étant une interface. Et donc, on peut avoir plusieurs classes qui dérivent de cette combinaison classe et interface. Donc, puisqu'on peut avoir plusieurs classes qui dérivent de cette combinaison classe et interface en même temps, donc, de la classe de base, elle peut supporter, ou le type de la classe de base peut supporter tous les objets issus des classes dérivées, et aussi une référence de type interface peut également supporter tous les types issus des classes qui implémentent cette interface pour avoir la possibilité d'appliquer. Est-ce que vous avez compris ce point? Oui ou non? Oui. Oui. Oui, je vous entends. Oui. Comme des références interface qui supportent S3. Oui. Oui, je vous entends. Je ne suis pas en train de déclarer des objets, mais je suis en train de déclarer des références. On a déjà parlé de la différence entre référence et objet. Un objet n'est créé qu'au moment de l'instanciation. Au moment de la déclaration, j'ai uniquement la référence, c'est-à-dire une zone mémoire qui est censée contenir l'adresse d'un objet. Alors ici, S1, S2, S3, c'est des références de type interface. Alors, que signifient des références de type interface? C'est des références qui sont capables de supporter tous les types des classes qui vont implémenter cette interface. C'est-à-dire, ça peut supporter le C, ça peut supporter le D, ça peut supporter toute classe qui va implémenter l'interface X. Donc, c'est des références, ce n'est pas encore des objets. Dans la référence S1, on a mis nul, c'est-à-dire c'est une adresse qui ne pointe nulle part. Dans S2, on a instancié un nouveau objet C. Donc S2, la référence S2 va avoir l'adresse de l'objet qui a été instancié
à partir de la classe C. Et S3, c'est new D, c'est-à-dire que S3 va contenir l'adresse de l'objet qui a été instancié à partir de la classe D. Donc, dans la déclaration, vous avez des références et les références, elles vont conserver les adresses des objets. Donc, une référence, elle conserve toujours l'adresse d'un objet. Maintenant, de quel objet et de quel type il s'agit, ça dépend de la référence. On a vu précédemment la notion de liaison statique et de liaison dynamique. Alors, dans la liaison statique, S1, S2 et S3, c'est des références d'interface. Mais dans la liaison dynamique, on ne peut pas instancier une interface. Donc, on va instancier dans ces références des objets qui sont issus des classes qui implémentent cette interface. Est-ce que c'est compris? Très bien. Alors, je continue maintenant. Donc, on peut utiliser, alors là, l'intérêt de ce slide, c'est pour vous dire, on peut utiliser des références de type interface pour pouvoir regrouper tous les types, toutes les classes qui sont implémentées à partir de ces interfaces et pour pouvoir, justement, l'intérêt, c'est pour pouvoir appliquer le polymorphisme. Donc, c'est ça l'intérêt. Alors, une application des interfaces. Donc, vous avez par exemple ici une interface représentable. Dans cette interface, vous avez void dessiné, void tourné avec un angle, void translaté avec un déplacement. Et vous avez une méthode, vous avez une classe abstraite figure qui implémente représentable. Alors, pourquoi c'est une classe qui est abstraite? Parce qu'elle n'a implémenté qu'une seule méthode de l'interface. Donc, si une classe, elle implémente toutes les méthodes de l'interface, c'est une classe qui est concrète. Si au moins une des méthodes de l'interface n'est pas implémentée dans la classe en question, alors la classe, elle devient automatiquement abstraite. Rappelez-vous, quand on a commencé à voir quand on a vu les classes abstraites, on a dit une classe, elle est abstraite par définition si elle ne doit pas donner naissance à des objets, c'est-à-dire physiquement, les objets correspondant à cette classe ne peuvent pas exister. Elle est abstraite si elle possède au moins une méthode qui est abstraite, c'est-à-dire une méthode pour laquelle je ne connais que la signature. Le traitement correspondant ne peut être défini. Alors ici, lorsqu'on implémente une interface et qu'on ne définit pas toutes les méthodes, on n'implémente pas toutes les méthodes de l'interface, ça signifie que les autres méthodes vont rester en état signature et donc la classe en question, elle est automatiquement abstraite. Alors, la classe concrète carré qui étant la classe figure, celle-ci, elle va compléter l'implémentation de l'interface par les méthodes dessinées et aussi par la méthode translate. Est-ce que c'est compris? C'est compris, oui ou non? Oui. Vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Oui, bien sûr. Je vais répéter. Je reviens au slide et je répète. Alors, ici, vous avez un exemple de classe, d'abord une interface représentable. Donc, cette classe, elle définit 3 traitements, dessiner, tourner et translater. Vous avez une
classe figure qui implémente l'interface représentable. Alors, cette classe, elle est abstraite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a donné d'implémentation que pour la méthode tournée. Pour qu'une classe soit concrète, pour qu'une classe qui implémente une interface soit concrète, elle doit donner une implémentation à toutes les méthodes qui sont définies dans l'interface. Si au moins une méthode n'a pas de corps, n'a pas de code dans l'implémentation, la classe correspondante, elle devient abstraite et c'est le cas ici pour la classe figure. Donc figure, elle est abstraite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas défini les méthodes dessinées et tournées. Elle n'a pas défini les méthodes dessinées et translatées. Elle a défini uniquement la méthode, elle a implémenté uniquement la méthode tournée, donc elle a donné le code, et donc elle est abstraite. Donc, on a dit qu'une méthode, une classe, elle est abstraite, si et seulement si elle ne doit pas donner naissance à des objets, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir de constructeur, ou si elle a le constructeur, il sera utilisé par les classes dérivées uniquement, donc elle ne doit pas être instanciable. Et elle est abstraite aussi si elle possède des méthodes qui sont abstraites. Donc, c'est les deux situations qui rendent une classe abstraite. Alors, la classe dérivée de la classe figure, c'est-à-dire la classe carré, donc vous avez public, carré, extent, figure. Cette classe, elle est concrète. Pourquoi? Parce qu'elle a complété l'implémentation de l'interface par la méthode qui manque, c'est-à-dire dessiner et translater. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je définis une interface avec un certain nombre de traitements. Je suis dans un projet d'envergure, je veux implémenter cette interface, mais à un moment donné, je n'ai pas tous les éléments pour implémenter toutes les méthodes de l'interface. Alors, j'implémente au fur et à mesure. Donc, une classe, elle implémente une partie, et la classe, elle est abstraite. Je continue par dériver cette classe par une autre classe. Elle va implémenter une autre partie jusqu'à ce que j'arrive à une situation où j'ai toutes les informations dont je dispose pour définir les traitements. Et dans ce cas-là, j'aurai une classe concrète qui va suivre un schéma une certaine arborescence d'héritage. Et à ce moment-là, elle va compléter toutes les implémentations de toutes les méthodes qui sont définies dans l'interface. Est-ce que c'est compris? Alors, un moment, s'il vous plaît, on m'appelle au téléphone, donc je réponds, c'est un peu urgent, et je reprends avec vous. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première utilisation, première application des interfaces? Pas de questions?
Donc, on continue. S'il n'y a pas de questions, on continue. Alors, donc, on a vu un carré qui implémente figure. Vous avez ici une classe cercle qui étend figure, pardon. Donc là aussi, elle doit définir, dessiner, translater pour être concrète. Donc, dans le main de toute cette situation, de toute cette histoire, je peux déclarer un tableau de forme géométrique. Le tableau de forme géométrique, je peux le déclarer avec le type représentable. Donc, c'est le type c'est de type interface. Donc, représentable table reçoit un représentable de 3. Dans la position 0, j'instancie un cercle. Dans la position 1, j'instancie un carré. Et je vais dire que je vais récupérer ces informations à partir d'un scanner et j'ai la possibilité de dessiner. Alors, c'est des méthodes qui sont définies dans une interface et qui sont implémentées dans toutes les classes qui implémentent une interface. Donc, c'est des méthodes qui sont obligatoirement polymorphes. Et donc, je peux appliquer le polymorphisme ici, table de i, point dessiné directement. La méthode dessinée, elle est polymorphe. Donc, quel que soit le type associé à la référence table de i, j'ai la possibilité de décider ou de désigner la bonne méthode au moment de l'exécution et donc grâce au polymorphisme. Est-ce que vous avez compris l'exemple? Alors, classe extend class, oui. Interface extend interface, oui. Et classe implement interface, oui. Oui. Une classe, elle a le droit d'étendre une seule classe. Une interface, elle a le droit d'étendre une seule interface. Une classe, elle a le droit d'implémenter une multitude d'interfaces. Donc, dans l'héritage, vous avez une seule superclasse, mais par rapport aux interfaces, une classe, elle peut implémenter plusieurs interfaces. Et par rapport à chaque interface, elle doit rajouter l'implémentation des méthodes qui sont définies dans chaque interface. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions? Oui ou non? Pour qu'on puisse continuer. Je suppose que non. Donc, je continue. Alors, justement, c'est la remarque qui vient juste après. Donc, on peut implémenter plusieurs interfaces, c'est-à-dire classe C implémente L1, I1, I2, I3. Il existe des interfaces qui sont prédéfinies de Java, telles que clonable, serialisable, comparable, observer, action listener. Donc, c'est les interfaces qu'on va voir juste après. Alors, pourquoi on a la possibilité d'implémenter plusieurs interfaces et dans l'héritage, on a une seule classe? Tout simplement parce que dans l'héritage, on a vu qu'une référence d'objet issu de la classe dérivée, il traîne avec lui un objet issu de la classe de base. Donc, si j'ai une arborescence d'héritage à 3 ou 4 niveaux, donc j'aurai 3 ou 4 niveaux d'objets qui sont reliés les uns aux autres. Alors, c'est permis ou c'est possible lorsqu'il y a un héritage simple, mais ce n'est pas gérable en termes de mémoire et en termes d'accès lorsqu'il s'agit d'un héritage multiple. Par contre, en termes d'implémentation, je n'ai pas d'attributs, j'ai juste des constantes de classe et j'ai uniquement des signatures de traitement. Et une classe, elle a la possibilité d'implémenter autant de signatures de traitement qu'elle veut, issues de différentes interfaces.
Donc, c'est pour ça que par rapport à l'implémentation, plusieurs interfaces sont possibles selon le besoin de la classe. Donc, à chaque fois qu'elle a besoin d'un service, elle implémente l'interface correspondant au service pour pouvoir pleinement bénéficier de ce service. Donc, la deuxième partie de cette, enfin, ce qui reste des slides par rapport aux interfaces, c'est justement des exemples d'utilisation et d'implémentation des interfaces prédéfinies telles que clonables, sérialisables, comparables et action listener pour voir comment on va pouvoir les utiliser pour donc comment on va pouvoir les utiliser pardon, dans nos classes pour pouvoir bénéficier des services qu'elle offre. D'accord? Donc, je vérifie. Il n'y a pas de questions. Donc, on continue. Alors, ici, on vous dit que la classe Erase est associée au tableau. Donc, c'est pour la définition des tableaux. La classe Erase possède une méthode statique, sort, permettant de trier les éléments du tableau. Donc, c'est par rapport à l'implémentation du tri. Donc, si vous définissez un tableau d'entiers, vous remplissez votre tableau avec des entiers, avec des éléments initiaux, et vous mettez erase.sort de t, le tableau t sera trié. Donc, 1, 2, 3, 4, 7. Les entiers, c'est un type primitif. La comparaison entre les entiers, elle est connue. Donc, le tri se fait de lui-même. Donc, la méthode sort, elle saura trier le tableau. Maintenant, si vous avez un tableau d'objets, il faut que la classe correspondante implémente l'interface comparable, c'est-à-dire un moyen de comparaison entre vos objets qui sera utilisé par la méthode sort pour pouvoir appliquer le tri. Alors, l'interface comparable, elle possède une méthode int compare to object o. C'est-à-dire, elle retourne un entier pour la comparaison entre un objet courant et un objet reçu en paramètre. Donc, pour trier un tableau d'objets, il faut que la classe d'objet implémente l'interface comparable. Et il faut que la classe d'objet implémente la méthode compareTo et on invoque la méthode static sort de la classe array pour pouvoir trier. Donc, ici, vous avez la classe couple qui implémente l'interface comparable. Dans la classe couple, vous avez vos attributs x, y. Donc, c'est des entiers x, y. Et on redéfinit la méthode compareTo avec la notation override pour dire que c'est une redéfinition. Public int compareTo object o. On récupère, bon, ici, on n'a pas fait on n'a pas vérifié l'instance, mais on a directement casté l'objet O sous forme d'un couple et on vérifie les coordonnées du couple. Int A reçoit x moins c.x et int B reçoit y moins c.y. Donc, if A est différent de 0, on va retourner A, sinon on retourne B. Et c'est ce qui permet de comparer les points entre eux. De cette manière, on va pouvoir utiliser la méthode static sort sur le tableau en question. Donc ici, vous avez quelque part dans le main, int n reçoit, donc c'est un scanner.nextInt, couple tab de C, donc c'est un tableau de couple, reçoit new couple de dimension n. On remplit le tableau à travers une lecture au clavier, donc de i jusqu'à n. Tab C de i reçoit new couple next int. Ensuite, on trie le tableau. Est-ce que vous avez compris cette utilisation, pardon?
C'est clair pour tout le monde. Donc, si vous voulez utiliser la méthode sort directement, sans devoir implémenter une autre méthode de tri, il vous suffit d'implémenter l'interface comparable et la méthode compare-to, dans laquelle vous définissez une comparaison ou une évaluation d'un objet par rapport à une autre. On a vu ici qu'on a retourné un entier. Ce n'est pas vrai ou faux, mais on a retourné un entier de comparaison. C'est la différence par rapport à la coordonnée x. S'il y a égalité par rapport à la coordonnée x, c'est une différence par rapport à la coordonnée y. C'est pour ça qu'on dit si a est différent de 0, return a, else return, c'est pas un else, mais ça a un comportement du else, return b. Donc, si la coordonnée x, s'il y a égalité entre deux points par rapport à la coordonnée x, on va calculer la différence par rapport à la coordonnée y. Et c'est de cette manière que les couples ou les points vont être ordonnés grâce à la méthode sort. Est-ce que c'est compris? Je repose la question encore une fois. Bon, je suppose que c'est compris. Donc, on passe à un exemple, à un autre exemple d'utilisation des interfaces. Alors, l'autre exemple très utilisé aussi, c'est l'action listener. Alors, j'ai commencé à en parler la dernière fois en cours. C'est l'intercepteur d'événements qui est très utilisé dans les interfaces graphiques en Java. Alors, vous avez une interface action listener. C'est une interface qui est prédéfinie. Alors, elle définit une méthode action performed qui intercepte un événement particulier, c'est-à-dire action event E. Donc, c'est une interface qui est censée intercepter des événements. Et donc, suite à un événement, il faut dire quelle est l'action à entreprendre. C'est pour ça que vous avez la signature uniquement au niveau de l'interface. Donc, on peut définir une classe écouteur qui implémente action listener, c'est-à-dire elle va s'attendre à un événement, elle écoute un événement ou elle attend un événement. C'est pour ça qu'on l'a appelé écouteur. On dit public void action performance, action event E, système.exit de 0. Alors ici, c'est-à-dire que si l'événement en question se produit, on va sortir. Alors, cet événement et cette action, on va l'associer à un bouton quitter. Donc, public classe fenêtre qui extend JFrame. Donc, c'est un composant d'interface. C'est la fenêtre globale qui implémente, qui extend JFrame. Dans le JFrame, on instancie un JBouton, B, new bouton, qu'on appelle quitter. Et on rajoute le bouton à notre frame. Et on définit un écouteur C. Donc, on instancie un écouteur. Parce que la classe écouteur, c'est une classe. On instancie un écouteur et on associe un écouteur à cet objet, à ce bouton B. B.addActionListener C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une interface qui me permet de dire que si je reçois un événement, voilà ce qui doit être déclenché comme méthode. J'implémente cette interface et je dis lorsque cette méthode se déclenche, voilà le traitement que je dois effectuer. Ensuite, cet écouteur, je l'associe à l'objet dont j'ai besoin. Alors moi, j'ai un bouton quitter. Je veux que lorsque je clique sur ce bouton, l'interface ferme ou tout le projet s'arrête. Enfin, toute l'exécution s'arrête. C'est pour ça qu'on a dit exit 0. Dans ce cas-là, j'associe cet écouteur à cet objet. Cet objet ou ce bouton B. Donc, je définis un écouteur avec tout le traitement
dont il est capable d'exécuter et je l'associe au bouton B. C'est-à-dire, le bouton B, il est doté d'un action listener, c'est-à-dire d'un écouteur spécifique, c'est-à-dire l'objet C. Est-ce que vous avez compris cette implémentation? C'est vrai qu'au début, ça peut paraître flou. Donc, on ne voit pas réellement comment ça fonctionne. Mais avec le temps, vous allez mieux comprendre le fonctionnement de ces interfaces. Bien sûr, je vais répéter. Attendez, je vais répéter. Alors, je reprends depuis le début. Alors, j'ai une interface Action Listener. Donc, c'est une interface qui permet de définir tous les traitements relatifs au déclenchement d'événements. C'est-à-dire, lorsqu'un événement se produit, c'est la méthode Action Performance qui est censée s'exécuter et je définis le traitement associé à Action Performance. D'accord? Donc là, c'est la définition de l'interface telle qu'elle existe dans Java. Pour pouvoir l'utiliser, il faut l'implémenter. Donc, nous, on a défini une classe écouteur qui implémente Action Listener. C'est-à-dire que cet écouteur, en réalité, il concrétise le service qui est fourni par l'interface. Le service qui est fourni par l'interface, c'est une seule méthode, c'est Action Performance. C'est-à-dire que lorsqu'un événement se produit, voilà ce qu'il faut faire. Donc, je dis, en recevant en entrée un événement, Action Event O, Action Event, c'est-à-dire un clic. J'ai un clic E, sur ce clic, voilà l'action qu'il faut effectuer ou qu'il faut exécuter. Donc, jusque-là, on a implémenté l'écouteur, c'est-à-dire celui qui écoute l'événement, et lorsque l'événement arrive, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il écoute l'événement quand? Où? Par rapport à quel objet? Il doit écouter par rapport à une action particulière, par rapport à un objet particulier. Donc, ce n'est pas un écouteur comme ça dans le vent. Donc, cet écouteur, on va l'associer à un objet. Donc, je définis une fenêtre, donc une fenêtre graphique. Dans cette fenêtre, je rajoute un bouton, donc JButton B, que j'instancie avec comme message affiché sur le bouton quitter. Et je rajoute le bouton à cette interface, à cette fenêtre. Et je dis que j'ai un écouteur C que j'instancie, donc c'est un objet de cette classe, c'est-à-dire c'est un objet qui implémente Action Listener, c'est-à-dire c'est un objet qui a la capacité de déclencher cette méthode, mais cette méthode, je ne vais pas la déclencher directement. Elle va être déclenchée dans le traitement de cette autre méthode, Add Action Listener. J'ai un bouton B et je dis, j'ajoute ou j'associe à ce bouton B un écouteur spécifique d'événements que j'ai défini dans C. Donc, lorsque, à un moment donné, vous cliquez sur le bouton, c'est en réalité le clic du bouton qui va déclencher cette action performante, qui va déclencher le traitement que vous avez défini dans votre écouteur. Donc, le déclenchement du traitement n'est pas précisé, n'est pas spécifié dans le code. Dans le code, vous avez uniquement associé le bouton avec l'écouteur. Le déclenchement, puisqu'il est issu d'un événement extérieur, donc c'est lorsque l'événement extérieur se produit que la méthode en question est déclenchée. Est-ce que c'est compris? Ben oui, c'est clair qu'avec la pratique, ça sera plus clair.
Alors, est-ce que vous avez compris cette utilisation? Oui, c'est vrai que c'est avec la pratique que ça va être plus clair. Donc ici, ce n'est pas une méthode qui appelle une autre, mais c'est un événement extérieur qui déclenche une méthode. Donc nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est que j'ai un objet de type bouton, je lui associe un écouteur d'événement, et dans l'écouteur d'événement, je dis attention, lorsqu'il y a un clic de souris sur ce bouton, voilà le traitement qui doit être exécuté. Donc le déclenchement de cette méthode ne dépend pas de. Donc, ce n'est pas un appel entre méthodes, mais c'est par rapport au clic du souris. Donc, l'écouteur, il attend, il intercepte le clic. Lorsque le clic se produit, il déclenche la méthode correspondante, c'est-à-dire action performance, c'est-à-dire voilà, le clic est arrivé, il déclenche le traitement associé à ce clic. Est-ce que c'est compris? Ok, très bien. C'est vrai que plus on va avancer dans les utilisations, plus les choses vont se corser, mais je vais essayer de passer en revue les interfaces les plus utilisées et les plus répandues euh, en Java, c'est-à-dire celles que vous risquez d'utiliser dans vos projets. Alors, on peut également implémenter directement l'action listener dans la classe fenêtre. Et à ce moment-là, on va dire public classe fenêtre, extend JFrame, implement action listener. C'est-à-dire que j'ai ma fenêtre, elle étend un type et elle implémente une interface. Elle implémente action listener, c'est-à-dire que je définis le bouton, comme on l'a fait précédemment. J'associe un action listener à ce bouton et puisque je suis en même temps en train d'implémenter l'interface, dans la même classe, je définis la méthode action performance associée à l'événement de clic. D'accord? Alors, généralement, la première implémentation, c'est lorsque j'ai euh, plusieurs boutons, euh, plusieurs situations qui utilisent le même écouteur. Donc, je le définis une seule fois et je l'instancie au besoin. Maintenant, lorsque j'ai un seul bouton et auquel j'associe un seul écouteur, c'est-à-dire c'est des actions spécifiques pour chaque bouton, et à ce moment-là, je le définis de cette manière. D'accord? Donc, c'est deux implémentations possibles d'une même interface. Donc, la première implémentation, je passe par une classe intermédiaire écouteur qui implémente l'Action Listener et j'instancie un écouteur dans ma fenêtre pour l'associer au bouton. La deuxième alternative, c'est que j'ai ma fenêtre qui étend le type JFrame et qui implémente Action Listener en même temps. C'est-à-dire, elle définit elle-même à l'intérieur de la classe l'action à entreprendre lorsque le clic se produit. Donc, les deux implémentations sont possibles, elles sont équivalentes. Est-ce que c'est compris? Oui.
on implémente un observeur. Alors, j'ai une classe capteur qui implémente observer. Et dans cet observer, j'ai une méthode update. C'est-à-dire, elle s'intéresse aux mises à jour sur un argument. Donc, public void update, elle associe un observable O avec un objet argument 1. Vous avez un exemple, donc on va lire le code, ensuite je vais vous expliquer. J'ai une machine M. Donc la machine M, en réalité, c'est l'observable. Donc c'est ce que je vais observer. C'est l'observable O. Donc, il est de type observable. Je vais le caster en tant que machine. Et je dis, if m.getTemperature est supérieur à 40, system.out.println, la machine du nom spécifique a chauffé. Donc, j'affiche un message en disant que, attention, la machine, elle a chauffé. Donc, à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur un attribut donné d'une machine, en l'occurrence ici, il s'agit de l'attribut température, à chaque fois qu'il y a une mise à jour de la valeur de la température, la machine, j'ai un observateur ou un observeur sur cette machine qui vérifie la valeur de cette température. Si cette température, elle dépasse les 40 degrés, j'ai un message d'erreur qui affiche. Donc là, c'est par rapport à l'implémentation. On passe maintenant à l'utilisation. Public class machine qui est extend observable. C'est-à-dire que j'ai un objet machine qui est en réalité observable pour pouvoir lui associer un observateur, c'est tout. Alors, j'ai un attribut privé entier température qui est fixé initialement à 25 degrés. J'ai le nom, j'ai la méthode getNom, setNom, j'ai le constructeur, j'ai aussi la méthode getTemperature et setTemperature. Alors, dans le setter de la température, je dis this.temperature reçoit température et je rajoute quelque chose. Set changed, c'est-à-dire, attention, il y a eu un changement. Notify observers. Ça veut dire que l'objet critique, il est ici. Attention, j'ai un changement et il faut notifier ou il faut voir avec l'observateur. Alors, set changed et notify observers, c'est des méthodes qui sont définies dans la classe observer. Donc, l'héritage, c'est pour pouvoir les utiliser ici. Et ça veut dire que je continue dans l'utilisation. J'ai dans mon main deux machines M1 et M2. M1, c'est New Machine Astra. M2, New Machine Alpha. M1 pointe température 50. M1 pointe température 60. Jusqu'à présent, il ne se passe rien car on n'a pas de capteur, on n'a pas défini de capteur. Au moment de l'instanciation, je n'ai pas défini de capteur. Le capteur, il sera défini plus bas dans la suite du code. Capteur capte reçoit new capteur. Donc, le capteur qui instancie l'observer. Et j'associe, c'est comme pour l'action listener, j'associe l'observeur à l'objet. Donc, M1, je lui associe à observer capte. M2, je l'associe à l'observer capte. Je peux utiliser le même capteur pour différents objets, puis tant qu'il s'agit du même attribut critique. Il s'agit M1 pointe température 50. Ici, il va afficher un message pour M1. M2 pointe température 30. Il n'affiche rien pour M2 parce que la température n'a pas dépassé le seuil. M2 pointe température 50. Là, il affiche un message pour M2. Est-ce que vous avez compris l'exemple là aussi? Donc, j'ai une classe observable que je dois associer,
que je dois étendre dans tous les objets qui ont besoin d'un observateur ou d'un capteur par rapport à des attributs qui sont critiques. Donc, j'associe à la classe, j'hérite de la classe observable dans mes objets qui possèdent un attribut critique et je définis un capteur qui implémente l'interface observeur. Ensuite, j'associe dans la méthode, dans l'implémentation de la méthode observeur, l'attribut qui est critique et la valeur limite qui ne doit pas dépasser et l'action à entreprendre s'il y a un dépassement de seuil. Donc, ceci par rapport à l'implémentation de l'interface. Par rapport à l'utilisation, donc j'ai implémenté dans une classe l'observateur. J'instancie un observateur que j'associe avec chaque objet de type machine, en l'occurrence ici, et je dis chaque objet possède un observeur, donc add observer. Add observer, là aussi, c'est des méthodes qui sont définies dans la classe observable. Et donc, j'ai un capteur que j'associe à mes objets et qui vont devoir contrôler les dépassements de température. Donc, tant que je n'ai pas associé de capteur, rien ne se passe lorsque je dépasse la température, 50 et 60, dans la première partie de l'exemple. Mais lorsque j'ai associé un capteur, le capteur, il va contrôler les dépassements de température et il affichera les messages d'erreur si nécessaire. Est-ce que c'est compris? C'est compris, oui ou non? Ok, très bien. Alors, puisque vous dites que c'est compris, donc vous n'aurez pas de mal à faire les exercices que vous avez appris. Donc, vous avez définir une interface. Bon, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Donc, définir une interface produit qui a comme méthode void affiche mode d'emploi. Définir deux classes concrètes, livre et ordinateur. Donc, quand on dit concrète, c'est-à-dire elles doivent implémenter les méthodes de l'interface. Qui implémente l'interface produit. Chacune des deux classes possède un attribut code de type chaîne de caractères. Ici, c'est chaîne. Type chaîne de caractères. Alors, on ne vous demande pas d'écrire le constructeur. Définir une classe fabrique disposant d'une méthode statique créée produit. Celle-ci accepte une chaîne de caractères en entrée représentant le code d'un produit. Cette méthode crée et retourne un objet livre si le code commence par un 9 et crée et retourne un objet ordinateur si le code commence par un 4. La méthode doit retourner l'objet nul si le code est erroné. L'exercice 1, il est relativement simple. Alors, définir une classe exécutable, application, qui ne manipule pas les classes ordinateur et livre, mais plutôt leur interface produit. Donc, c'est du polymorphisme à travers des références de type interface et utilise les services de la classe fabrique. Alors, dans la méthode main, à partir d'une chaîne de caractères introduite au clavier, il affiche le mode d'emploi du produit correspondant. Et on vous demande de donner les concepts POO utilisés dans cet exercice. Est-ce que vous avez compris l'énoncé? Donc, c'est une application directe
du principe d'interface et du polymorphisme à travers les références de type interface. Est-ce que vous avez compris l'énoncé, oui ou non? Est-ce que vous avez compris l'énoncé, oui ou non? C'est votre prochain devoir. Vous n'avez pas compris l'énoncé? Vous avez une interface qui vous donne la signature du mode d'emploi uniquement. Donc, c'est affiché mode d'emploi. Et vous avez deux classes, livre et ordinateur, qui implémentent l'interface produit. D'accord? Alors, vous avez une classe fabrique qui dispose d'une méthode statique créer produit. En fait, c'est la classe fabrique qui est censée contenir. Non, elle ne va pas contenir le même. Ce n'est pas la classe fabrique qui va contenir le même. Donc, la classe fabrique, elle a la possibilité de créer des produits. Comment elle va créer les produits? En recevant une chaîne de caractères en entrée, elle va analyser les chaînes de caractères et voir de quel produit il s'agit. Si la chaîne de caractères commence par un 9, ou le code, pardon, commence par un 9, ça signifie que le produit créé, c'est un livre. Si la chaîne, elle commence par un 4, elle va créer et instancer un ordinateur. Si le code est toute autre valeur, vous allez retourner void, nul, plutôt nul, pas void, pour dire que la chaîne, elle est erronée. Donc, ça, c'est par rapport à Fabric. Vous avez une classe exécutable ou une classe application qui n'a pas besoin de manipuler directement les classes ordinateur et livre, mais elle va manipuler l'interface. Depuis tout à l'heure, dans l'exemple, lorsqu'on a vu S1, S2 et S3 de type X, j'ai dit c'est des références de type interface. On a besoin de les définir lorsqu'on veut engendrer tous les objets qui sont issus des classes qui implémentent cette interface. Là aussi, quand j'ai travaillé avec les formes géométriques, j'ai défini un tableau de type représentable. Représentable, c'est l'interface. Donc, je n'ai pas dit que j'ai des figures, mais j'ai dit que c'est des références de type représentable. Dans ces références de type représentable ou dans ce tableau de type représentable, j'ai instancié des cercles et des carrés et j'ai déclenché des méthodes qui sont polymorphes. C'est un peu le même traitement qu'on vous demande. Donc, on ne va pas travailler avec la classe ordinateur ni avec la classe livre. On va travailler avec l'interface. C'est-à-dire, l'interface ici, c'est produit. On ne veut pas utiliser la classe ordinateur ni la classe livre, mais plutôt leur interface produit. Et on va utiliser les services de la classe fabrique. C'est-à-dire que dans produit, je vais utiliser les services de la classe fabrique. La classe fabrique, c'est quoi? Elle possède uniquement une méthode statique. Et à travers la classe fabrique, j'ai la possibilité de créer des produits. Soit je crée un objet de type libre, soit je crée un objet de type ordinateur. Donc ici, dans la classe application, je vais recevoir des informations au clavier. Suite à cette information que je reçois au clavier, la méthode créer produit qui existe dans la classe fabrique, elle va décider est-ce qu'elle crée un livre, ou bien elle crée un ordinateur, ou bien elle retourne nul. Donc voilà le traitement que je vous demande d'implémenter. Et je vous demande de donner les concepts POO qui sont utilisés dans cet exercice. Est-ce que l'énoncé est plus clair maintenant?
Ok. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien sûr, je vais publier le devoir au niveau de la classe. Non, ce n'est pas le dernier devoir. Vous aurez un autre devoir la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez 4 devoirs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, lorsque votre chargé de TP, je parle là des groupes 3 et 4, vous programme une séance, assistez s'il vous plaît. Je sais qu'il fait chaud, je sais que ce n'est pas évident, je suis au courant de beaucoup de choses, mais il faut que vous avanciez convenablement, que vous arriviez au même niveau que les autres groupes. D'accord? Donc, un peu de sérieux, il ne vous reste pas. Euh, Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour terminer le semestre, Inch'Allah, et on va essayer de le terminer dans les bonnes conditions qui sont. Vous n'êtes pas en avance en TP parce qu'en principe, il vous reste une seule séance en TP. Je sais qu'il vous reste une seule séance en TP. Je vais voir avec Madame Sdere. Bon, à ma connaissance, elle vous a déjà envoyé le TP, mais je vais voir avec elle. De toute manière, il est probable qu'on arrête le cours la semaine prochaine. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je vous fais les exceptions ou pas, parce que ça ne sert à rien que je vous fasse un cours sur les exceptions avec une dizaine de personnes. Je préfère plutôt terminer le TD sur le polymorphisme et vous serez libéré de la dernière semaine. Bon, peut-être que la dernière semaine, vous n'aurez ni cours, ni TD, ni TP. Comme ça, vous aurez le temps de vous consacrer à la révision et aussi à votre projet. Bon, je vais encore m'entretenir avec vos chargés de TP et vous aurez plus de détails par la suite. OK? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bonne fin de journée et bon courage pour le reste du semestre. Au revoir.